Bonjour à toutes et tous, bienvenue sur ARPOD, le podcast du comité réanimation de la Société française d'anesthésie-réanimation. Nous sommes ravis de vous accueillir pour cet épisode de la série thématique, une série à la rencontre des experts de la Société française d'anesthésie-réanimation pour aborder des thématiques d'actualité en réanimation. Nous sommes aujourd'hui avec le professeur Lionel Velli du CHU La Timone de Marseille pour parler de citrate, de la théorie à la pratique. Merci beaucoup Lionel d'être présent avec nous. Alors, Merci, Johan, de m'offrir cette possibilité-là. Donc, est-ce que tu peux nous parler de l'intérêt de l'hémodialyse ou l'hémodiafiltration au citrate? L'hémodialyse et l'hémodiafiltration au citrate, ça a été une vraie révolution. Elle est arrivée de façon assez progressive. Il y a eu un gros frein à son introduction, c'était que les pompes, elles n'étaient pas asservies et que ça restait du bricolage. À partir du moment où les industriels, en 2004, 2008, ont réussi à asservir ces pompes, ce qui a permis de sécuriser les pratiques et d'éviter des hypocalcémies profondes, on a vu développer le citrate. Et puis, surtout, c'est en 2014, on a eu des recommandations internationales qui nous disent que ça doit être les- la première anticoagulation qu'on doit mettre. Et s'il y a une contre-indication, on met de l'héparine. Et s'il y a une contre-indication à l'héparine, on ne met pas d'anticoagulation. Ce qui change par rapport aux pratiques internationales, hein, quand tu regardes les papiers des Australiens, du groupe de l'Anzigme, un patient sur deux en Australie n'a pas d'anticoagulation. Et en fait, on se voit avec un nombre de patients transfusés parce qu'on perd des circuits tous les jours. Hein, il faut se dire que la durée de vie d'un circuit sans anticoagulation, c'est 8 heures. Avec de l'héparine, c'est 19 heures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas une journée qui passe où on ne doit pas changer le circuit, quand on moyenne ça sur le séjour du patient. Et avec le citrate, on arrive à avoir plus de 35 heures. C'est-à-dire qu'on arrive à diviser par presque 3 le nombre de circuits pour un même patient. Très bien, je te remercie. Effectivement, c'est impressionnant ces chiffres. Est-ce que tu as mentionné les contre-indications? Est-ce que tu peux nous mentionner ou nous expliquer les contre-indications de l'utilisation de telle assistance au citrate? Alors, il faut se dire que le citrate, c'est pas pour tous. Parce qu'il y a un patient sur 100 qui va présenter une accumulation au citrate et que cette accumulation, on va la détecter grâce au ratio du calcium ionisé patient sur le calcium total. Et je précise bien que c'est un calcium total non corrigé. Hein, souvent, les gens font l'erreur et on se retrouve très très vite avec des ratios à 2,3, 2,5, hein, qui nous imposent l'arrêt, mais en fait, il faut utiliser le non corrigé. Et donc, ce qui est très intéressant, c'est que les papiers récents montrent que si vous avez une accumulation, vous avez une surmortalité. Donc, il faut éviter cette accumulation. Alors, il y a des situations à risque d'accumulation. Le citrate, il est métabolisé au niveau du foie à 60%, au niveau des muscles à 30% et 10% au niveau de la corticale rénale. Donc, c'est assez robuste, la corticale rénale. Mais le muscle, quand on est dans un état de défaillance multiviscérale avec une hyperlactatémie à 6, les papiers montrent que c'est une population qui est très à risque. Donc, c'est pas la population de première attention pour les mettre sous citrate. La contre-indication classique, c'est la metformine. Alors, parce que la metformine va altérer le cycle de Krebs, mais tout simplement aussi parce que qu'est-ce qu'on attend quand on a une intoxication médicamenteuse et qui est épurable et dont le traitement est l'épuration? On veut l'éliminer le plus vite possible. Donc ça veut dire qu'on fait de la haute clairance. On met des hauts volumes d'échange. Et mettre des hauts volumes d'échange en citrate, pour plein de raisons, on ne peut pas. Ce n'est pas compatible avec des hauts volumes d'échange. Donc ça veut dire que on n'est pas dans la meilleure situation. Alors oui, vous pouvez le faire 10 fois d'affilée, il ne va rien se passer. Bah, la 11e fois, vous allez vous prendre un but. Enfin, pas vous, le patient. Mhm. Très bien, merci. Paracétamol également. Et paracétamol. Est-ce que, donc, insuffisance hépatocellulaire, vous avez aiguë, hein, je parle, est-ce que il y a des situations, normalement c'est une contre-indication à l'insuffisance hépatique aiguë sévère, est-ce que on peut, il y a des catégories de patients, certaines équipes poussent un peu peut-être à l'extrême l'utilisation de l'hémodialyse ou l'hémofiltration au citrate? Alors, c'est un terrain qui est très particulier parce qu'on, quand on regarde les analyses biologiques, c'est difficile en fait d'anticiper comment ils vont réagir. Tout ce qui est les facteurs ASAT, ALAT, TP sont pas très bons. Peut-être que facteur 5, niveau de lactatémie, est intéressant. En tout cas, voilà, le foie, c'est 60%.
Donc, il y a de la marge ailleurs. Ce qu'on voit dans les études, c'est qu'il y a un tiers de ces patients qui vont présenter une accumulation. Un tiers. Mais que c'est difficilement prévisible. En revanche, on peut l'anticiper. Comment l'anticiper? C'est-à-dire que bon, on va brancher du citrate et on fait un challenge au citrate. Donc, vraiment, c'est petit paramètre, donc pas dévissant. On ne change pas la cible de la citratémie, ça n'a pas d'influence. Vraiment, la quantité de citrate qu'on va leur apporter, c'est le dévissant. Donc, il faut surtout avoir des dévissants entre 100 et 120, pas au-delà, pour que ça soit acceptable, avec un bon ratio d'épuration. Et on va faire un calcium ionisé sur calcium total toutes les heures. Un patient où ça va bien se passer, il va pas bouger ce ratio au fur et à mesure des 3, 4 premières heures. Et la population qui va accumuler, à chaque fois que vous faites le ratio, il monte, il monte, il monte. Et là, c'est pas la peine d'arriver à l'accumulation qui est liée à une surmortalité. On peut changer l'anticoagulation et partir pour une autre anticoagulation, soit héparine, soit pas d'anticoagulation, en fonction de l'état du patient. Une autre population où le risque du citrate est sous-estimé, c'est le patient qui a un SDRA avec une hypercapnie permissive. Parce que les solutés apportent du bicarbonate, et ce bicarbonate, en fait, est immédiatement transformé en CO2. Mais le métabolisme du citrate produit également de la PCO2. Et donc, on voit que chez certains patients, on peut les faire basculer sur une acidose hypercapnique assez profonde. Merci, merci beaucoup pour ces précisions. Alors, tu as mentionné le besoin d'un monitorage assez rapproché en termes de calcémie ionisée et d'équilibre acide-base. Est-ce que, j'imagine que les différentes équipes utilisent soit la biologie délocalisée, soit la centralisation au laboratoire. Est-ce qu'on peut se fier de façon certaine à ces différentes approches ou est-ce qu'il y a des points de vigilance à avoir? Alors, bon, déjà, je rappelle le décret des soins critiques qui demande dans l'autorisation d'avoir de la biologie délocalisée ou à proximité immédiate. En tout cas, pour moi, dans ma pratique, je ne vois pas comment c'est concevable de correctement faire du citrate si on n'a pas une machine à gazométrie. Et cette machine à gazométrie fait maintenant partie des autorisations. Alors pourquoi? Parce que la gestion de l'anticoagulation, vous l'allez faire sur le calcium ionisé machine, que le volume de distribution est faible, et que maintenant les nouveaux protocoles, c'est il faut être dans la cible en faisant des gazométries répétées toutes les 5 minutes, 5 à 10 minutes. D'accord? Donc, vu les délais de réponse du laboratoire, on n'y est jamais. D'accord? Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'il faut pouvoir avoir une réponse rapide devant toute hypotension pour être sûr qu'il n'y a pas une hypocalcémie patient et la traiter le plus rapidement possible. Parce qu'une hypocalcémie patient, au-dessous de 0,8, c'est comme si vous faisiez un inhibiteur calcique à un patient qui a un choc septique. C'est pas terrible. Bon. Mais surtout, et ce qui est essentiel, c'est de connaître la marque de votre machine. Parce que, en fait, les papiers récents montrent que sur le calcium ionisé, dans la gamme de autour de 1 millimol par litre, il n'y a pas de souci. En revanche, sur le calcium ionisé machine, là, il y a un vrai souci. Parce que entre les machines, on a des différences. Donc, ça a été très bien montré sur, il prenait 6 machines d'analyseurs de gaz du sang et il passait un échantillon taré où dedans, il y avait 0,25, soit la cible basse, de la calcémie ionisée. Et en fait, il y a des machines qui, donnaient 0,25. Et d'ailleurs, ces machines, elles sont certifiées. Par exemple, les GEM 4000, 5000, elles vont vous donner la vraie valeur. Les ABL, elles sont excessivement précises, mais elles sont décalées. C'est-à-dire que quand vous êtes à 0,25 et que vous savez qu'il y a 0,25, elles vont vous répondre 0,35 ou 0,40. Donc elles sont décalées. Et il y a des machines qui ne sont pas utilisables, comme les Rapid Point, où malheureusement, bah, vous passez l'échantillon, il va vous dire 0,20, il va vous repasser le même, il va vous dire 0,30, 0,40. C'est assez aléatoire, et donc ces machines ne peuvent pas être utilisées. Donc, un, il faut connaître sa machine. Et deux, une fois qu'on connaît sa machine, est-ce que vous avez une ABL? Est-ce que vous avez une GEM? Il faut rectifier son protocole. Parce que le risque, et il est important,
C'est-à-dire que si vous appliquez la cible de 0,30, 0,40 à tous les patients sans connaître votre machine, eh bien, 0,30 sur une ABL, c'est un 0,40. C'est-à-dire que si vous voulez maintenir la cible, en fait, vous êtes leurré et vous apportez trop de citrate à votre patient. Voilà. Donc ça, c'est un point important. Et il faut recorriger sa cible en fonction de sa machine et sortir les machines qui ne sont pas utilisables. Voilà. Merci beaucoup pour ce point, je pense, très important. Effectivement, c'est un message important. Alors, je reviens un peu sur, on l'a évoqué en introduction, sur les modalités d'administration de l'épuration extra-rénale, en particulier, est-ce qu'il y a des différences entre l'hémodialyse, l'hémodiafiltration au citrate? Est-ce qu'il y a des indications préférentielles ou pas? Alors, il y a un vieil adage qui voulait que le citrate soit mieux épuré en diffusif. Alors, en fait, les études montrent qu'il n'y a aucune différence. En fait, le citrate, c'est une petite molécule. Et même le burger, hein, parce que le citrate, quand il chélate le calcium, c'est deux molécules de citrate qui vont chélater trois molécules de calcium. Euh, ben, il passe aussi bien en diffusif qu'en convectif. En fait, ce vieil adage venait d'études qui étaient réalisées en dialyse chronique avec de l'HDI, de dialyse intermittente, où effectivement l'éclairance était très élevée. Mais il y a pas de différence entre convectif et diffusif. En fait, la vraie différence, et elle est importante, c'est quel citrate utiliser. Est-ce que vous utilisez du citrate concentré ou du citrate dilué? Alors, vous allez me dire, il n'y a pas de différence. Ben si, en fait. Parce que avec du citrate concentré, pour maintenir une hypocalcémie dans le circuit, vous devez apporter 4 millimoles par litre. Avec du citrate prédilué, comme vous prédiluez, et comme vous prédiluez presque pour 40%, avec une solution qui n'a pas de calcium, rien qu'avec ça, vous avez fait baisser la calcémie dans le circuit. Et donc, il suffit d'apporter 3 millimoles par litre. Donc, c'est pour ça qu'on a des internes qui ne comprennent pas. Dans un centre, ils ont 4, dans un centre, ils ont 3. Mais en fait, c'est si vous utilisez du concentré, il n'y a pas de prédilution. Et donc, il faut être à la même concentration qu'une poche de sang pour l'anticoaguler, 4 millimoles par litre. Mais avec la prédilution, en baissant la calcémie, avant l'administration du citrate, vous avez moins de citrate à apporter. Voilà. Sur les performances diffusives, convectives, l'impact pour la prise en charge d'une pathologie, il est faible. L'impact pour l'adaptation de nos traitements anti-infectieux, il est majeur. Si vous utilisez un vancomycine, ça va être du simple au double. C'est-à-dire qu'en diffusif, c'est très mal épuré. Et donc, il faut limiter les doses, 750, 1 gramme par jour. En convectif, vous allez plutôt être à 2 grammes, 2 grammes 5 par jour. Merci beaucoup, Lionel, pour ce message. Euh, alors, je terminerai par une dernière question. L'avantage de l'épuration de citrate, on voit bien, l'anticoagulation régionale permet des assistances prolongées. Est-ce qu'on est limité en termes de durée avec l'épuration extra-rénale au citrate? Alors, deux limitations. La première, c'est que quand votre constructeur vous dit qu'un circuit doit durer 72 heures, il ne faut pas aller au-delà. Certains ont tendance à valider et à aller jusqu'à 96 heures, voire plus. Honnêtement, c'est quelque chose, c'est une prise de risque qu'il ne faut pas prendre parce que, à partir du moment où vous validez, alors que le constructeur vous a dit, moi je ne le certifie plus, ben, s'il y a un accident, vous êtes directement responsable. Deux, dans mon expérience, pour avoir vu sur les premiers tests où on essayait d'aller le plus loin possible, on a des ruptures de corps de pompe. Et donc, à 100, 150 millilitres minute, je peux vous assurer qu'il faut être très, très réactif parce que là, c'est un bain de sang dans le box. Donc, la rupture de corps de pompe, il n'y a rien de pire. Ou la fissuration de corps de pompe. Donc, ça c'est une première limite. Et puis après, il faut très clairement se poser la question sur le citrate dans la durée. Vous faites 3 semaines, 1 mois de citrate. On a de plus en plus de cas cliniques d'ostéopénie induite parce qu'on va mobiliser de façon très très forte le stock calcique et chez certains patients,
ont été décrits des ostéopénies, voire des fractures spontanées fémorales. Donc, c'est un point de vigilance qu'il faut avoir. En tout cas, ça vaut le coup de regarder la PTH, regarder la vitamine D, voir si on peut optimiser le patient. Voilà. Voir si on peut pas aussi lui faire des breaks, parce que le but, hein, c'est aussi de mobiliser le patient, hein. Et donc de voir si on peut pas passer sur des techniques plus intermittentes. Très bien, merci beaucoup Lionel, merci pour ta présence et ton expertise. Et il est temps de conclure. Merci à vous, auditeurs et auditrices, pour votre écoute. Vous retrouverez l'intégralité de nos épisodes sur toutes les plateformes de podcast et pensez à vous abonner. Merci. Ça te va?